Excuse-moi. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast non, c'est pas le sport à la loupe, c'est ton mental à la loupe. Ah, je sais plus. Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je crois que tu as peur de te tromper. Est-ce que tu as peur de l'échec là? T'es en situation d'échec? Ouais. Ou Non, du mais, moins non, t'en mais as là, peur? en plus, d'ailleurs, je suis en échec là sur mon introduction. Mince. Je peux plus. Franchement, bravo pour ce jeu d'acteur, c'était assez brillant. Et ben voilà. Bravo à vous deux. Mais bienvenue quand même sur le podcast Le sport à la loupe avec la chronique Ton mental à la loupe. Et vous l'avez peut-être compris dans ce fabuleux jeu, merci Jonathan d'ailleurs de m'avoir secouru, nous allons parler aujourd'hui de la peur de l'échec. Peut-être de se tromper parce que pour le coup c'était un petit peu ça notre introduction. Mais voilà, l'échec très présent, en tout cas à l'intérieur, ici, pour beaucoup de personnes, quand ils ont des ambitions, des objectifs. Et on va pouvoir en parler. Donc, salut Jonathan. Salut à vous deux. Salut tous les deux. Et salut à vous. Salut Jérôme. C'est encore une émotion qu'on va évidemment décliner sur le sport, mais qui peut s'appliquer à d'autres domaines de la vie, donc la peur de l'échec. Ouais, bien sûr. Entreprise ou autre. Très souvent, c'est rigolo parce que la peur de l'échec, elle est très présente effectivement dans plein de domaines. On aimerait des fois tellement être comme un enfant. Un enfant qui, je m'en moque de savoir si je vais réussir ou pas, si je vais échouer ou pas. Je fais, puis je vois. Voire même, des fois, il y a certains adultes qui aimeraient, qui cherchent à retrouver ce côté très enfantin, même dans le sport. Mais moi, ce que je veux, c'est juste jouer, me laisser jouer, ou grimper, ou combattre. Voilà, je voudrais un truc fluide, je voudrais me détacher de certaines choses. Et très souvent, c'est la peur de l'échec qui fait partie du top des demandes en préparation mentale et en psychologie du sport. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle aujourd'hui. Alors déjà, la peur de l'échec, vous savez d'où ça vient le mot échec? Du jeu d'échecs? Exactement. Mais non, non. Ouais, Ah bon exactement, du jeu d'échecs. Et le jeu d'échecs, je ne sais pas si vous avez vu, mais lorsqu'on joue aux échecs, on ne prend jamais le roi. Le roi est mis à défaut, mais on dit échec et mat, mais on ne prend pas le roi. c'est vrai. C'est-à-dire que l'échec n'est jamais une fin dans le jeu d'échecs. C'est-à-dire, c'est juste une mise en défaut. Si on va un peu plus loin, étymologiquement, le mot échec, ça vient d'échouer. Et échouer en navigation, c'est le moment où on échoue et on attend la marée qui vient nous permettre de nous remettre en mouvement par la suite. Donc, l'échec fait partie du mouvement. Aujourd'hui, on parle d'échec comme si c'était quelque chose qui est une rupture. Je suis en échec. Mais si on reprend ces deux étymologies, ces deux racines du mot échec, c'est pas l'absence de mouvement. C'est là je suis mis en défaut. Ou alors, là je suis en train d'attendre qu'une solution émerge pour pouvoir de nouveau naviguer. Donc c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Donc l'intérêt, c'est de comprendre à travers cet épisode ce qu'est réellement un échec. Qu'est-ce que l'échec peut permettre, d'où il vient, comment faire pour un sportif pour s'en affranchir et pour pouvoir ensuite traverser cette peur et les différentes autres qui peuvent avoir autour pour pouvoir finalement piloter son mental et aller vers sa perf. Forcément, qui dit échec dit attente, je pense. Exactement. En fait, la peur de l'échec, on ne naît pas avec, on l'apprend. Comme bien d'autres peurs. La peur de l'échec, elle est apprise à travers la construction sociale, éducative, le cercle familial, et aussi par quelque part les valeurs d'un groupe, y compris, par exemple, un groupe comme la France ou toute une population. Donc ça fait partie de ces peurs qui sont inculquées, parfois de manière directe, c'est-à-dire un parent qui dirait à un enfant prochaine compète, là, tu n'as pas le droit d'échouer. Bon, là, c'est très direct. C'est une suggestion qui souvent, vient... on parle de droit aussi, tu as raison, dans le sport, pas le droit de... Ouais, on n'a pas le droit d'échouer. On ne se donne pas le droit. Alors, on reviendra sur cette notion de droit parce que ça veut dire que la personne, le sportif, qui ne se donne pas le droit d'échouer, si on inverse
la chose, si on voit l'autre polarité, ça veut dire qu'il ne se donne le droit que de réussir. Autrement dit, bien souvent, les personnes qui ont peur de l'échec considèrent ou considéreraient qu'elles sont en mesure de tout réussir. Et bien des personnes se disent moi j'ai une mauvaise estime de moi, j'ai peur de l'échec. En fait, c'est parce qu'ils ont une énorme ambition de réussite, voire même des fois une estime de tellement forte, que du coup, ils se mettent une barre bien plus haute que tout un chacun et considéreraient être en mesure de tout réussir, voire d'être parfait. Donc c'est ce qui se cache derrière la peur de l'échec, des fois, c'est des attentes excessives. Donc ces attentes-là, effectivement, elles peuvent venir de partout. C'est-à-dire que on me dit, ok, j'espère que tu vas être bon. Paf, je viens de prendre une attente. Si je l'accepte, elle va venir travailler à l'intérieur de moi. Elle va venir générer des émotions. Parfois, des émotions de motivation, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup d'attentes et je réagis bien aux attentes des uns et des autres, ça me booste, auquel cas on touche à rien. Mais des fois, les attentes des uns et des autres, ou d'une ou de quelques personnes très précises, viennent me nuire. Donc, Et se sentir peut-être un peu paralysé, comme on dit souvent. alors ouais, parce que la réaction de la peur, de toute façon, on a nos 3 réactions, freeze, flight, fight, c'est-à-dire freeze, je viens de le dire en anglais, mais Je en me français. paralyse, voilà. Enfin, Je le lapin dans les phares, quoi. Je ne bouge plus, je fais le mort, et si je ne bouge plus, on me verra plus. Flight, c'est-à-dire je fuis, quoi, je m'envole, et fight, j'affronte. Donc ça, c'est nos 3 réactions de peur, et que ce soit les différentes peurs, voilà les réactions inconscientes, involontaires qu'on va avoir. Et propre à chacun. Et propre à chacun. Maintenant, qui n'a pas échoué dans sa vie ? Qui n'a pas échoué quand il a appris à marcher ? On est forcément C'est un tombé bon avant, exemple. il me semble. Ah, c'est un bon ouais, exemple. on est tombé à peu près, je sais pas moi, peut-être 3000 fois. Qui a appris à faire du vélo du premier coup ? Personne. En tout cas, j'en connais pas. Et s'il y en a parmi les auditeurs, je veux bien qu'ils se manifestent. Je serais ravi de discuter avec eux. On les prendra au micro. Bien sûr. En fait, l'échec fait directement partie de l'apprentissage. On ne peut pas apprendre sans échouer. Et par contre, on peut très bien échouer sans apprendre. Et c'est ça le problème. C'est le vrai problème de l'échec, c'est lorsqu'on n'arrive pas à prendre le recul pour en retirer quelque chose. Mais est-ce qu'on peut réussir sans échouer ? A priori, non. A Voilà. priori, non. Ça fait partie, forcément, l'échec fait partie du chemin, en tout cas, vers la réussite. Oui, complètement. D'ailleurs, on va parler de la différence, tu me fais penser à ça, de la différence entre l'échec en compétition pour un athlète et l'échec à l'entraînement. Un entraînement réussi, c'est un entraînement où il y a eu des échecs. C'est un entraînement où on n'a pas tout réussi. C'est le but de l'entraînement, c'est-à-dire de développer de nouvelles choses. Si j'ai tout réussi à l'entraînement, j'ai raté mon entraînement. En fait, ça manque de challenge. Il y a pas de. C'est ça. Il faut de l'échec pour pouvoir se dire, ok, là, j'ai à progresser. L'échec, il peut être vu comme une forme de progression. En fait, il y a 2 mindsets. Et il y a le mindset de croissance, c'est-à-dire voir ceux qui vont avoir une vision de l'échec comme une manière de progresser. Et ça, c'est ce qu'on cherche à l'entraînement. Et le mindset de stopper, qui est donc de fixation, qui est j'ai peur de l'échec, je m'arrête, voilà, je ne peux pas forcément évoluer à travers ces moments de non-réussite. Donc, à l'entraînement, c'est important d'échouer. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait peut-être des fois davantage valoriser. C'est intéressant en sport parce que je discutais avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps et qui me disait qu'à chaque fois qu'il combattait contre un adversaire, cet adversaire-là, quand il perdait, venait remercier en disant merci. Ouais. Systématiquement. À l'entraînement, Est-ce qu'il venait de prendre une leçon ? Ouais, c'est merci, tu viens de m'enseigner quelque chose. d'accord. Il ne remerciait pas les personnes avec lesquelles il avait combattu et gagné. Parce que c'est dans l'échec qu'on va apprendre. Donc, du coup, il a appris grâce à l'autre.
Exactement. en perdant. Exactement. D'accord. Donc, c'est intéressant, pour se libérer de la peur de l'échec, de se questionner sur les attentes. Alors, les attentes conscientes et inconscientes. Dans le sens inconsciente, pas forcément celles qui sont engrammées dans ce qu'on pourrait appeler vulgairement comme ça l'inconscient, mais celles qui sont non dites, celles qui agissent à travers nous, mais dont on n'a pas forcément conscience. Se poser, se dire, attends, pourquoi est-ce que j'ai envie de réussir ? Quelles sont les attentes que j'ai ? Et de regarder, vraiment faire un listing, se dire, bah tiens, voilà, moi mes attentes, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais en fait celle-là, est-ce que c'est vraiment mon attente à moi ou est-ce que c'est d'où elle vient ? Ah non, ça c'est l'attente qui vient d'un parent, Là, on parle des d'un cercles, proche. encore une fois. On revient encore sur les cercles qu'on a entendus au premier épisode. Tout à fait. Donc, derrière, une fois qu'on a fait un listing de nos propres attentes, l'intérêt, c'est de choisir les attentes qu'on a envie de garder. Par exemple, j'ai peur d'échouer aux Jeux Olympiques. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur ? Quelles sont les attentes ? Peut-être qu'elles sont réalistes, peut-être qu'elles sont irréalistes. Est-ce que là, c'est pas parce que c'est un événement qui est seulement tous les 4 ans, donc c'est un événement particulier, les JO peut-être. Alors, il y a un peu de ça. les Jeux, par exemple, il y a des attentes, c'est sûr. On ne s'entraîne pas pendant 4 ans sans attente. La question, c'est d'avoir des attentes sur lesquelles on a la totale adhésion. On adhère aux attentes qu'on se donne, pas celles des autres. La presse pourrait très bien dire on a énormément d'attentes sur le judo, par exemple. Mais c'est pour ça que c'est toujours compliqué, justement, quand des fois il y a une pression qui est mise bien en amont. Alors ça peut être effectivement par les médias ou par d'autres, c'est qu'on met quelqu'un en avant, un sportif, parce qu'à un moment il aura fait quelque chose de bien, il se dit ah non mais lui c'est sûr, par exemple il va faire une médaille d'or au JO. Ah bah oui, mais donc c'est-à-dire que si je ne remporte que l'argent, par exemple, est-ce que je suis en échec ou est-ce que je suis en... Comment je le vis ? Grosse attente. Parce qu'on m'attendait sur l'or. Mm. Moi, je m'étais peut-être pas aussi mis le même objectif, même s'ils veulent tous l'or. Mais l'argent, ça reste quand même une belle place. C'est-à-dire qu'il y en a plein derrière qui l'ont pas eu. Oui. En fait, là, ça soulève une question. C'est d'une part arriver à se détacher de la pression, parce qu'effectivement, la peur de l'échec va générer de la peur, mais quand elle est mise par d'autres et qu'elle a suffisamment de temps pour travailler, comme si elle pouvait se télécharger, en fait, elle va agir en pression. Ça va se transformer en pression au fur et à mesure des mois, des semaines, jusqu'à l'échéance. La deuxième chose, c'est quel genre d'attente j'ai. Et effectivement, là, tu évoques l'attente de résultats. Donc, par exemple, un sportif qui se dit « Moi, ce que je veux, c'est la médaille d'or. » Ok, ça, c'est un objectif de résultat, c'est une attente de résultat. S'il n'a que ça, il va y avoir un problème. Parce qu'en fait, il n'y aura pas d'attente de moyens, il ne va pas avoir travaillé sur qu'est-ce que je mets en place, quelles sont les attentes que j'ai envers moi-même et qui sont sous ma maîtrise, que je vais pouvoir faire pour atteindre mon attente de résultat. Donc c'est l'objectif de moyen, objectif de résultat. Des objectifs de résultat pour les Jeux, par exemple, c'est clair, c'est la médaille d'or. Généralement, et tout le monde a le même en plus. Tout le monde a le même. Après, il y en a certains qui ont sans doute conscience que c'est parfois il y a un manque de réalisme, mais ça peut les booster à l'entraînement pour bosser davantage. Pour donner le meilleur. Maintenant, la plupart ont la même attente de résultat. Par contre, ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est-à-dire que c'est les attentes de moyens, les objectifs de moyens qui vont être importants à lister en face des attentes qu'on aura listées au préalable. Donc d'abord, je liste mes attentes. Je fais mon marché en me disant je garde celle-ci, celle-ci, celle-ci. Deuxièmement, après, je liste en face les moyens que je peux mettre en œuvre pour pouvoir répondre à ces attentes. Et tout ça, on le fait tout seul ou c'est le préparateur mental qui est là pour t'aider Alors, le prépa mental va aider. Parce que des fois, c'est intéressant d'avoir quelqu'un en reflet qui vient t'aider à faire émerger, accoucher des idées. Mais c'est pas évident seul, je pense, de faire ce travail. C'est pas évident, mais c'est pas impossible non plus. Maintenant, un parent pourrait très bien faire ça. À partir du moment où on est dans une démarche d'accompagnement du sportif, lui dire ok, bah là tu te prépares au jeu, ça marche, ou n'importe quelle autre compétition, hein, même pour les compétitions plus jeunes. Hein.
on peut tout à fait prendre un temps en disant pourquoi est-ce que tu fais de la compétition. Celle-là, pourquoi est-ce qu'elle te tend davantage? Parce que tu vas être là. Ok, mais t'attends quoi? J'attends à te rendre fier, par exemple. Ok, mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie de faire? Non, moi j'ai envie de bien jouer. Regarde, toi, concentre-toi sur ton moyen, qui est bien jouer. Et puis, je m'occupe du reste pour la fierté. T'en fais pas, t'es déjà fier. Peut-être, tu vois, ça peut donner pas mal d'éléments, de moments d'abord très, très beaux, très tendres, et en même temps permettant une bonne évolution du sportif. Mais c'est surtout que l'objectif du sportif va en général répondre aux objectifs des personnes extérieures. Parce que si lui, il a atteint son objectif, à côté, en général, ça se complète. Oui, parce qu'en fait, bien souvent, dans la peur de l'échec, on attribue aux autres des attentes, des fois, qu'ils n'ont même pas dites. C'est-à-dire, on se dit, le public, donc le 5e cercle, le public attend de moi que je marque ou que je réussisse. Bon, même si on peut imaginer que dans un public, il va y avoir... Ça peut être vrai, des fois. Ça va être vrai. Il y a une pression derrière. Mais... A priori, il n'y a pas grand monde non plus qui a spécifiquement appelé l'athlète en lui disant « J'attends de toi que tu marques ou que tu réussisses. » ou que D'ailleurs, en plus, souvent, celui qui a donné le meilleur de lui-même va parfois plus toucher le public que celui qui a réussi. Tu sais, on se rappelle de ce nageur-là qui découvrait la natation sur les Jeux. C'était à Pékin, je crois. Ouais. Et c'est rigolo parce que certaines personnes se rappellent plus de cette image-là qu'il y a des personnes qui ont gagné ce jour-là. Donc, finalement, l'effort, la mise en œuvre, des fois, est plus impactante pour certains. Donc, se détacher des ambitions des autres, voire même des ambitions qui n'ont pas été dites. C'est-à-dire que des fois, on ne pense pas à la place des autres. Mon entraîneur m'a pas dit « j'attends de toi que tu réussisses », donc j'imagine pas que c'est ce qu'il pense, que c'est ce qu'il veut. Donc ça, c'est le piège un peu de la pensée. C'est que mentalement, on attribue, c'est les attributions causales, on attribue des causes à certaines choses par des chemins raccourcis, donc qu'il faut éviter. Mais en plus, notamment, après, on a ça avec l'échec. C'est-à-dire que souvent aussi, l'échec, on ne va pas s'en prendre à soi. Parce que justement, peut-être qu'on n'aura pas fait le nécessaire, on n'aura pas mis les bons moyens en face des objectifs, parce qu'on n'aura pas su définir nos objectifs clairement, parce qu'on aura pris les objectifs des autres, mais qui ne sont pas les nôtres. Et donc, du coup, l'échec va être « oui, mais tu m'as. Donc, c'est à cause de toi si je n'ai pas réussi. » Exactement. Le vrai échec, finalement, c'est celui où, après, on n'arrive pas à se retourner sur ce qu'on avait mis en place pour pouvoir faire évoluer nos objectifs de maîtrise, nos objectifs de moyens. Donc je repars en me disant, j'ai pas réussi, je sais pas précisément ce que j'ai mis en place, j'avais pas de plan, j'avais pas d'attente de moyens, donc je vais regarder puis je vais dire, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de... Et là, le problème c'est qu'on se pose en position de victime, et c'est pas de cette position-là qu'on va pouvoir apprendre. Maintenant, l'échec, il a des avantages. Il y a cette phrase qui dit soit j'échoue, soit je réussis, soit j'apprends. En fait, il y a une phase intermédiaire dans cette phrase-là qui est partiellement fausse. La phase intermédiaire, c'est soit je réussis, soit j'échoue et je me retourne sur ce que j'ai fait et à ce moment-là, j'apprends. Donc, il y a vraiment cette chronologie. Donc, mais il y a des manières d'aborder l'échec. Maintenant, l'avantage de l'échec, souvent la personne va voir ça comme un inconvénient pur. Et quelque part, à l'intérieur, elle va être divisée entre deux situations. C'est soit je réussis, soit j'échoue. Et j'ai peur d'échouer. Ou j'ai peur d'échouer parce que j'ai très très envie de réussir. Voire même, je me dis donc que je suis fort en moyen de réussir. Voire parfois avec un ego assez dimensionné, mais bon, la plupart des sportifs ont un ego surdimensionné. Et il faut avoir de l'ego pour être sportif. Oui, complet. En plus, c'est vrai, c'est pas négatif de dire ça. Oui, complet. Il faut un ego surdimensionné pour se dire que je vais être champion du monde de quelque chose, évidemment. Maintenant,
Si cet ego-là m'amène à me dire que je suis capable de faire parfait, ça va être un problème. Souvent, derrière la peur de l'échec, c'est la peur de ne pas faire parfaitement les choses qui peut se cacher. Néanmoins, c'est parce que cette peur de l'échec-là existe qu'on va pouvoir en retirer des choses. Et ça, c'est tout un travail, un switch mental, quelque part, qu'on peut faire. C'est se dire, si j'échoue, quel bénéfice j'ai ? Et peut-être que là, en voyant qu'on va avoir autant de bénéfices à échouer que des fois de désavantages à réussir, je vais y revenir là-dessus, on va pouvoir faire un peu vriller le mental, en tout cas faire un reset et ne plus avoir ou l'un ou l'autre, mais se rendre compte qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Là, en gros, vraiment, on déconstruit totalement le concept de réussite et d'échec. C'est ça, on le déconstruit complètement. Et ça fait du bien. Et ça fait énormément de bien. Ça vient du principe de la psychodynamie, c'est-à-dire que c'est comme si à l'intérieur j'avais plusieurs parties en moi. Il y a une partie qui a envie de réussir, et il y en a une autre qui a peur d'échouer. Okay, et dans les théories psychodynamiques, on imagine qu'une personne, vous, moi, les auditeurs, on est une espèce de village dans lequel chaque genre village des Schtroumpfs. Et il y a le Schtroumpf peureux, donc c'est lui qui a peur de l'échec. Il y a le Schtroumpf compétiteur qui a très envie de réussir. Bon, des fois, il y a le Schtroumpf paresseux qui n'a pas envie de se lever pour aller à l'entraînement. Puis parfois, il y a le Schtroumpf râleur parce que on est en novembre et qu'il pleut. Et puis, il y a le Schtroumpf joyeux parce que... ainsi de suite, bref. Mais chaque partie va avoir des avantages et des inconvénients. Et on a souvent une affection plus particulière sur une des parties, ou alors il y en a une qui prendrait un peu le dessus, comme s'il devenait chef du village. C'est la peur de l'échec qui prend le dessus et qui dit « Chut, tout le monde se tait. Maintenant, c'est moi qu'on écoute et on a peur d'échouer, donc vous obéissez et on va dans cette direction. » L'objectif, c'est de comprendre que de ces parties-là, en fait, il n'y en a pas une de bien, elles sont toutes bien. Et elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Par exemple, si on part sur la réussite, okay, il y a les avantages de la réussite, il y en a plein. Mais des inconvénients de la réussite, il y en a plein aussi. Et on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire que une fois qu'on a réussi, on est attendu. Une fois qu'on a réussi, des fois, je reviens sur cette idée de droit que tu évoquais tout à l'heure, Jérôme. C'est je peux plus redescendre. Je peux plus redescendre. Une fois qu'on a réussi, on est chassé. On passe de la position de chasseur à chassé par les autres. On a moins de vie privée, des fois. Donc, il y a plein de désavantages à réussir. Et il y a le côté aussi où j'ai accompli, j'ai fait, je peux pas aller plus haut. Exactement. Il peut y avoir donc même... après, il y a un côté où... donc du coup, effectivement, tu vas vite te faire chasser si t'as cette... Finalement, c'est pas si bien de gagner. C'est pas si bien. Il peut y avoir une source de démotivation terrible après avoir gagné. À l'inverse, les inconvénients de la peur de l'échec, on les connaît. Ok. Mais les avantages, ça rend mort de faim. C'est-à-dire, j'ai plus envie de revivre ça. Là, plus jamais. Donc, ça peut me pousser à l'entraînement. Ça peut me pousser à être créatif en me disant qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux faire de mieux. C'est-à-dire que la peur de l'échec peut pousser à la créativité, là où, par exemple, la réussite n'amène pas forcément de créativité. Donc, si j'ai besoin d'être créatif, un échec peut m'aider à me remettre en question. Un échec peut me permettre aussi de rester dans cette position donc de chasseur, et à ce moment-là, de continuer d'être motivé et pour travailler plus que les autres. Donc, une fois qu'on a on a pris ce temps pour se dire, ok, j'ai peur d'échouer dans tel domaine, le sport, ou même un domaine pro autre que le sport. Ok, quel bénéfice je peux avoir à échouer ? Et des fois, cette question, elle n'est pas très plaisante. C'est-à-dire, vous imaginez, on se pose sur la feuille et on fait, bon, les bénéfices à échouer. À ce moment-là, ça grince un peu. Et une fois qu'on en trouve quelques-uns, très souvent, c'est comme si la partie dite négative qu'il y aurait en nous, d'après la théorie psychodynamique, n'est plus si négative que ça. Si elle est plus si négative et qu'elle n'est pas que positive non plus, en fait, elle devient neutre. Et c'est à ce moment-là que la peur de l'échec, finalement, commence à disparaître. L'autre chose pour la peur de l'échec,
c'est des fois, elle se génère à partir du moment où on se donne des objectifs à très court terme. C'est-à-dire, on voit le parcours sportif sur une seule compétition. Généralement, ça arrive sur la première ou la dernière compétition de la saison. Première compétition, on se dit j'ai peur d'échouer sur celle-là. Parce qu'il faut que je commence bien. Parce qu'il faut que je commence bien. Mais en fait, ça veut dire que la personne a conscience qu'il y a une chronologie, mais c'est comme si elle ne voyait que la première étape. Un peu comme si on voyait un chemin, on partait en randonnée. Alors c'est moins la période en ce moment, mais où on voit que jusqu'au premier virage. Alors qu'en fait, c'est la vision très court terme. Ouais. Si on voit la progression comme un chemin qui est plus long, qui est plus vaste que ça, à ce moment-là, on ne voit plus les échecs, on voit les points de passage par lesquels on peut passer, si on en fait quelque chose, pour progresser. Donc, très souvent, derrière la peur de l'échec, trois choses en fait. Des attentes excessives, dont il faut vérifier la provenance, un besoin fort de réussir, voire même des attentes où avec notre ego, on se dit je dois marcher sur cette compétition, ou je dois absolument réussir, je suis en mesure de faire parfaitement. Et la troisième chose, c'est une vision du temps à court terme. Alors, moi j'avais une petite expérience pour les auditeurs à proposer. Et pour nous aussi. À ça. On pourrait par exemple penser à quelque chose qui nous tient à cœur et qui génère justement cette peur. On ne sait pas si on va réussir, on ne sait pas si on va rater, on ne sait pas si on va apprendre, mais pour l'instant, on est plutôt inhibé. Ce qui pourrait d'ailleurs nous amener à procrastiner quelque chose. C'est-à-dire en disant, oulala, plutôt que de me lancer, je remets à plus tard. Ça c'est oui. Oui. Enfin, il y a beaucoup de... On l'a tous fait. Okay. On a tous procrastiné à un moment ou à un autre. Ouais. Vous avez ça en tête là ? Là, quelque chose qui pourrait générer quelque chose de l'ordre de la peur de l'échec. Oui, moi je l'ai. J'espère que les auditeurs l'ont aussi. Ok, ça marche. Pour les auditeurs, pour faire cette expérience, mieux vaut pas être au volant en train d'écouter le podcast. Arrêtez-vous sur la route. Arrêtez-vous, vous pourrez reprendre plus tard. Mais l'idéal, c'est de se poser. Ça va prendre 3-4 minutes. Et pour commencer, ça va être de penser à ce genre de situation. À la limite, évaluer l'intensité de la peur. Comme si on pouvait évaluer pour faire un avant-après. Par exemple, de 1 à 10, où 10, la peur serait au max. Et à 1, la peur est assez faible et auquel cas, il ne faudrait pas travailler là-dessus. Ok. Je suis à 8. Parfait. Ça marche. La première chose, c'est de se demander quelle est la première image, quelle est la première situation qui me vient en tête lorsque je pense à cette situation-là, à cette émotion-là. Il ne s'agit pas forcément d'en parler, mais juste de se dire, ok, quel scénario est lié à cette émotion ? Vous l'avez ? Parfait. Imaginez que vous puissiez localiser cette image autour de vous. Dans quelle direction est-ce qu'elle serait ? Est-ce qu'elle serait devant vous, immense, comme quelque chose d'insurmontable ? Est-ce qu'elle serait sur votre gauche ? Est-ce qu'elle serait sur votre droite ? Est-ce qu'elle serait derrière vous ? C'est bon, je l'ai. Ouais. Moi, c'est à gauche pour moi. Ok, c'est à gauche. Oui, je sais pas pourquoi. Ok. Et toi ? À gauche. À gauche. À gauche devant. Enfin, mais À gauche vraiment. devant. Moi, c'est vraiment à gauche. C'est milieu gauche, quoi. Ok. Plutôt grand, plutôt court, plutôt petit, plutôt une grande image, Plutôt petit, moi. Plutôt petit. Ouais, pas si grand. Ok. Pas si grand. Maintenant, la troisième étape, ça va être de vous poser une question très, très curieuse, mais le temps. Le temps, on a tous une perception du temps différente. 5 minutes ne va pas avoir la même perception. On ne va pas avoir la même perception de 5 minutes, d'une semaine, d'un mois. C'est comme si c'était une espèce c'est engrammé de façon très personnelle et des fois très inconscient. Imaginez quelque chose, c'est que le futur part dans une direction. Dans quelle direction partirait votre futur si c'était une ligne ? Partirait devant vous, sur la droite Moi, j'aurais dit devant. Mais devant ? Ouais. Ok. Au même endroit que mon échec. Ah. Enfin, que Ah ma ouais percée. Ouais. Ok. Ça veut dire que... Enfin, milieu gauche. Ok.
C'est hyper intéressant. Enfin, devant, quoi. Enfin, devant, mais un Ok. peu... Pas pourquoi je suis décalée sur la gauche, d'ailleurs. Pour les auditeurs, des fois, à cette réponse-là, il va y avoir, bah, tiens, c'est marrant, le futur, il part sur la gauche, il part vers l'avant, il part vers le haut, il part vers la droite, il part vers le bas, il fait des vagues. Enfin, pour se poser cette question, c'est se dire, c'est où demain? Bah, demain, tiens, c'est à cette distance-là. Puis dans une semaine, c'est, tiens, là-bas, à peu près ici, voilà. Dans un mois, c'est là-bas. Ok. Donc, on peut dresser notre ligne du temps. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a jamais votre cerveau qui vous a dit attends, Jérôme, Sandra, le futur, on le met où On le met dans quelle direction? Ça s'est fait, quoi. Ouais. Ah bah oui, naturellement. La question, après, c'est de voir la situation à laquelle vous avez pensé, est-ce qu'elle est dessus ou pas? Pour moi, non. Sur la ligne. Toi, oui, apparemment. Bah moi, elles sont... Pour toi, elle est moi, dessus. elles sont ensemble, alors... Ok, elles sont ensemble. Enfin, moi, en fait, je vois ma ligne qui transperce Ton échec. mon image. Ça marche. Est-ce que tu vois de l'autre côté? Derrière mon image? Ouais. Non. Voilà. Enfin, si. Alors, si. Mais je vois la continuité de Ouais. ma ligne. Oui. En gros, moi, ma ligne, c'est comme si je mettais une aiguille dans une feuille de papier et je vois le truc. Mais je vois rien d'autre que ma ligne. Ok, ça marche. Imagine que la situation que tu as en tête, tu commences à la changer de telle façon, tu peux faire aussi la même chose si elles sont séparées, ou en tout cas, tu peux. Le but, ça va Je vais essayer. être de jouer sur cette image. Imagine que tu la transformes de telle façon à pouvoir voir très précisément ce qu'il y a de l'autre côté. Les autres étapes, par exemple. Comme si tu pouvais la rendre un peu floue. Pas oui. forcément floue, mais un peu transparente ou plus petite. En tout cas, bouger la nature de votre image. Sa structure, mettre plus de lumière, baisser la lumière, la mettre en noir et blanc, D'accord. la rendre un peu moins nette. Ça fait quoi quand vous faites ça? Est-ce que J'ai t'étais du à mal à 8? voir derrière, moi. Hein? J'ai du mal à voir autre chose que ma ligne derrière. Ok. Enfin, je vois pas d'autres crans. Oui, tu vois pas d'autres crans, mais tu Non. arrives à voir. Mais je vois ma ligne. Ok, ça marche. Ça veut dire que tu vois que cette expérience qui t'attend n'est pas quelque part quelque chose sur lequel ton temps, ton chemin s'arrête. Bah du coup, apparemment, non. Oh, ok. Du coup, ça Vu fait... qu'elle se fait transpercer. Ouais. Ça fait quoi? Tout à l'heure, tu étais à 8. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça baisse quelque chose déjà? Est-ce que ça... Bah, je dirais... Non, ça baisse. Non, en fait, ça baisse, mais sur le fait que je me dis, ou j'ai l'impression que du coup, cet exercice, il me sert à ça, c'est que je me dis, moi, si elles sont ensemble, c'est qu'à un moment, ça va être sur la ligne. Donc, ça va être sur mon chemin. Donc, Ok. du coup, peut-être que finalement, il y a peut-être une petite chance de pas échouer Ok. sur cette action. Ok. Et à l'idée d'échouer, est-ce que émotionnellement aujourd'hui, tu sens que c'est toujours aussi contraignant, ou est-ce que c'est déjà un peu moins fort? Ah ah. Mais après, moi, j'ai un adage en plus qui est très... Mais après, c'est mon cas personnel, hein, bien évidemment. Mais moi, en fait, c'est que pour moi, il y a tellement rien qui est impossible Mhm. dans la vie. Je confirme. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions. À partir du moment où on se donne les moyens de trouver des solutions. Ok. Et donc, en fait, c'est que je suis déjà dans cette optique où, dans tous les cas, la vie est un apprentissage. Ok. Les étapes sont des apprentissages. Mhm. Donc, moi, là, ça me rassure de les voir ensemble. Ok, ça te rassure. Ok. Donc on va retenir ça. En fait, le processus derrière la technique, c'est que pour avoir peur de quelque chose, il faut qu'on puisse y penser. Il faut qu'on puisse se projeter dedans. Notre cerveau est un organe prédictif. Il a du mal à ne pas anticiper des se projeter. choses et ne pas se faire des scénarios. Et ce qui vient nous créer de la peur, c'est pas forcément l'échec, mais c'est l'interprétation, le scénario que notre mental vient nous proposer. Derrière cette technique, l'idée, c'est faire une pause en se disant, tiens, quel est le scénario en fait qui me fait peur? Parce que je me vois échouer et je vois que tout le monde se moque de moi. Ok, c'est ce scénario, c'est ce moment du film que je me fais dans ma tête qui est problématique. Une fois que j'ai le scénario, je localise ce qu'on appelle la ligne du temps.
Peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs sur d'autres épisodes. Je localise la ligne du temps en me disant, tiens, où est mon avenir? Dans quelle direction part mon futur? Et est-ce que l'image fait partie de mon futur ou pas? Très souvent, c'est assez curieux, mais les personnes qui n'ont pas forcément une grosse peur vont pas l'avoir sur leur ligne. Autrement dit, l'image ne va pas être associée à leur ligne. Ah, donc si l'image dont on a parlé auparavant n'est pas sur la ligne, c'est que du coup on n'a pas peur de cette situation. Enfin, Ouais, moins peur. en tout cas, Oui. Ah bah j'étais en ça, plein dedans. ça, alors. ça activera moins. D'accord. En fait, ça fait moins, ça fait partie du parcours. Ça fait, bon, c'est possible, c'est pas très loin, c'est à côté, mais c'est moins tétanisant. En tout cas, après, tout le monde est différent, hein, donc c'est des grosses généralités que je suis en train de faire. Maintenant, si c'est sur la ligne, c'est intéressant de regarder, ok, cette image-là, cette perception-là, ce scénario, il est comment? C'est une immense image et j'arrive pas à voir le reste. C'est une situation effrayante, c'est hyper sombre. L'image, le scénario est en gros comme s'il y avait un réalisateur à l'intérieur de notre tête qui, avec son imaginaire et ses budgets illimités, il nous a fait un scénario catastrophe. L'idée, une fois qu'on a remarqué ça, ça va être ou de déplacer l'image de la ligne, c'est-à-dire déjà la sortir. Déjà, très souvent, le niveau d'émotionnel s'atténue. Puis, dans un second temps, et ça tu peux tester, hein, de la sortir de la ligne pour voir. Ouais. Elle est en train de le faire. Souvent, il y a un côté où c'est plus J'essaie de la efficace, et ou sur la gauche, ou sur la droite, ou vers le haut, ou vers le bas. Et là, ensuite, l'autre travail, c'est de travailler cette image. C'est-à-dire que plutôt que de faire ce scénario-là n'existe pas, il a le droit d'exister, par contre je le mets en noir et blanc, je change un peu ma façon dont mon mental a construit cette représentation, je change ça, et très souvent ça va atténuer là aussi l'aspect émotionnel. Donc en faisant ça, on va diminuer la peur, l'intensité de la peur de l'échec. En diminuant cette peur-là, ça va nous permettre de plus facilement pouvoir passer à l'action. J'ai une question, est-ce que là Ouais. on est un peu dans l'auto-hypnose ici ou pas vraiment ou... Oh oui. Oui, on y est. Oh oui. On est en plein dedans là. Oui, on est Non, en on plein vient de dedans. se faire hypnotiser pendant 5 minutes. Tu es en train de voir une ligne qui n'est pas visible, mais toi tu la vois bien. Ah mais moi depuis Et tout à l'heure, en puis, plus, tu vois. du coup Ok. maintenant c'est que je fais que de la voir. Donc Oui, ça. bah, bien sûr. En fait, dans les différents outils de prépa mentale, l'hypnose, l'auto-hypnose, la visualisation, on en utilise plein et durant tous ces épisodes, à chaque fois, il y en a un petit peu. D'accord. Mais si vous voulez plus de détails vraiment sur les outils, mettez-le en commentaire et puis on vous les donnera un peu plus précisément si vous avez envie. Donc, déjà, ça va permettre de se libérer de la peur de l'échec. En tout cas, d'en faire, de plus être immobile devant. Dans un second temps, ça sera intéressant de revenir sur ce travail des attentes, lister les attentes que je me mets et vérifier qu'il n'y ait pas des attentes irréalistes. Oui, je pense que n'importe quel sportif, quel que soit le niveau, peut faire ce travail de listing d'attente, quoi. Oui, bien sûr. Mais en fait, les attentes irréalistes, entre guillemets, vu que mon adage c'est rien n'est impossible, c'est irréaliste à l'instant T. C'est juste qu'il y a un travail à faire en amont pour pouvoir à un moment que cet objectif devienne réalisable. C'est ça. C'est-à-dire revenir sur les attentes, elles sont irréalistes tant que j'ai pas listé mes attentes de moyens, de maîtrise. Une fois que j'ai listé mes attentes de maîtrise et je me dis ok, si je me lève à telle heure et que je fais 3 entraînements par jour et que je fais ça pendant 1 an, est-ce que mon attente de résultat est toujours irréaliste ou pas? Et de rescanner, mais c'est vraiment faire la bascule entre les deux. C'est intéressant aussi pour un entraîneur de se lister ses propres attentes. Quelles sont mes attentes? Parce que lui aussi il peut être soumis à la pression avec en dessous la peur de l'échec sous-jacente. Donc lister ses propres attentes. Les parents peuvent lister leurs propres attentes. Et en famille, ça peut être pertinent des fois de dire bah voilà mes attentes, je les ai listées, clac, et les tiennes c'est quoi? Ah tiens, c'est marrant. On a les mêmes, on va dans la même direction. Ah, on n'a pas les mêmes. Ben voilà, moi c'est celles-là les miennes, donc m'en attribue pas qui ne sont pas les miennes, s'il te plaît. Voilà ce que moi j'attends, c'est que toi tu sois, je sais pas, heureux, épanoui, et puis que tu t'amuses. Voilà. Si on prend un cas extrême d'un sportif qui n'aurait aucune attente, du coup, est-ce qu'il a une peur de l'échec ou non? Alors, Est-ce que c'est vraiment un sportif dans ce Non, cas-là? C'est un cas extrême. C'est génial parce que ça conclut bien quelque part le travail. C'est que une fois qu'on a listé ses attentes, notamment les attentes de résultats, l'objectif, le jour J, c'est de les oublier et d'avoir ce truc de j'ai pas d'attente pour la compétition. En fait, je les ai vécues jusque ça m'a motivé
jusqu'au jour de la compétition. Et le jour de la compétition, j'ai plus d'attente. Mais inconsciemment, elles sont toujours là quand même. Elles sont là, elles nous ont poussés, ça a été notre moteur, mais j'ai plus d'attente autre que des attentes de maîtrise de bien grimper, bien nager, être heureux, être content d'être là, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment être dans l'instant. Alors. Et être dans Ouais. l'instant. Ouais. Donc c'est important pour pas se faire rattraper par ses attentes le jour d'une compétition, de les avoir préparées et travaillées en amont pour pouvoir les oublier le jour J. Moi, je suis prête pour la réussite là. Mais non, Plus prête pour le podcast maintenant? Non, mais je suis prête également pour l'échec. Après, moi, comme je dis toujours, en fait, c'est... Après, tout dépend également des chemins de vie de chacun, mais en fait, il faut s'autoriser parfois, effectivement, à tomber, à échouer, tout comme on pourrait dire à être malheureux, et à être heureux, et à réussir, etc. En tout cas, il faut s'autoriser qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a une étude qui a été faite par Durand Bosch et collaborateurs en 2022, donc c'est après les Jeux de Tokyo, et ils ont regardé les médaillés et ils ont tiré 11 caractéristiques mentales, psychologiques, 11 traits d'identité d'un champion. ils ont défini un peu le profil mental d'un médaillé. Excellent. Exactement, Tu exactement. les as? Alors je les ai pas Quelques-uns. tous là en tête. Ouais. Il y en a quelques-uns. Il y a la communication, il y a la gestion des émotions, il y a la résistance au stress. Donc c'est plein de choses qu'on aborde là dans cette série. Mais le premier, c'est la résilience. Non, mais ouais. C'est la En plus, chez les sportifs. première caractéristique des champions, la capacité de résilience. Après, il y en a d'autres, hein. La motivation, la gestion des émotions, le travail en équipe fait partie des qualités nécessaires d'après cette étude. Donc, la résilience, il ne peut pas y avoir de résilience sans échec. Donc, il faut apprendre à tomber, se relever, recommencer, et encore, et encore, et encore. La persévérance. Résilience, persévérance, résilience, persévérance. Voilà, donc c'est un petit peu le message de ce podcast. Ouais. Mhm. Ah, ça donne envie là. On sent mieux, là. C'est bon, là, on a envie de partir sur plein de projets. Là, on vous a donné toutes les clés pour Et belle échouer de manière positive. Et vous allez voir qu'à la fin de cette chronique, donc du coup, dans un an après les Jeux, vous serez prêts à réussir, tout réussir. Il me semble que d'ailleurs le prochain sera consacré à la programmation. Donc c'est une belle transition, Sandra, du coup. Oui, exact. Voilà. La programmation, Même pas travaillé, la d'ailleurs. planification. Parce qu'une fois qu'on a travaillé sur la peur de l'échec, on peut s'autoriser plus facilement à planifier une saison et mentalement organiser, se fixer des objectifs correctement. Là aussi, il y a des petites clés mentales pour pouvoir se tracer le chemin de navigation qu'on va ensuite parcourir au fur et à mesure de la saison. Et donc ça, on l'abordera donc dans le prochain épisode dans un mois. Exactement. Exactement, Voilà. toujours. Premier mardi de chaque mois. Donc, on se retrouvera le premier mardi de décembre pour ce prochain podcast. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette dose de ressources que nous avons ici. On a juste à cliquer et on a tout. Avec sa tous boîte les à outils. outils. Ouais. Super intéressant, en tout cas. Là, je pense, en tout cas, que beaucoup de personnes, surtout, vont se reconnaître, en fait, dans les thèmes que l'on aborde. Parce qu'effectivement, certes, on parle beaucoup au niveau sportif, parce que c'est normal. Nous, on est le sport à la loupe et on adore ça. Et en plus, c'est ceux aussi qui montrent véritablement en fait tous ces caractères-là, mais c'est aussi des choses qui touchent dans la vie de tous les jours. Donc voilà, les outils sont les mêmes pour tout le monde en tout cas, donc c'est parfait. Merci beaucoup Jonathan. Mais merci Merci à vous beaucoup. deux. Merci Jérôme, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut.